Avez-vous remarqué, chaque année, au mois de janvier, la même scène se répète. On a tous cette prise de conscience après les fêtes, on se regarde dans la glace, on prend une bonne résolution et on sort la carte bleue pour s'inscrire à la salle de sport. Les premiers jours, c'est l'euphorie, il faut faire la queue pour accéder au banc de développé couché, les vestiaires sont blindés, tout le monde transpire en rythme. Puis, février arrive, bizarrement, il y a déjà un peu moins de monde, et en mars, c'est le désert, le calme plat. Pendant très longtemps, je pensais simplement que c'était une histoire de volonté, je me disais que les gens manquaient de discipline, qu'ils s'abandonnaient au premier obstacle, et que les salles de sport étaient les premières victimes de ce manque de motivation. Mais en creusant la question, en étudiant les modèles financiers derrière ces franchises géantes que vous croisez à chaque coin de rue, j'ai réalisé une chose troublante. Si une salle de sport fonctionnait réellement comme n'importe quel commerce classique, cette vague d'abandon massif devrait provoquer leur faillite immédiate. Et pourtant, elles n'ont jamais engrangé autant de milliards. La réalité est beaucoup plus cynique. Si la salle de sport près de chez vous est si rentable, ce n'est pas parce qu'elle vous aide à vous remettre en forme, c'est parce que son modèle économique tout entier repose sur le fait que vous ne veniez jamais. Aujourd'hui, on tire sur le fil d'un business model génial et impitoyable. Pour comprendre l'ampleur du truc, j'ai voulu faire un calcul très simple. Imaginez une salle de sport moyenne en ville. En général, la surface de plateau permet d'accueillir décemment entre 100 et 150 personnes en même temps, aux heures de pointe. Si vous dépassez cette limite, c'est l'enfer. Plus de casiers disponibles, plus une seule machine libre, des files d'attente insupportables. Maintenant, regardons les chiffres réels de ces enseignes. Une salle de sport à bas coût possède en moyenne entre 3000 et 5000 abonnés enregistrés par club. Faites le calcul avec moi. Si seulement 20% de ses membres décidaient de venir s'entraîner le même jour entre 18h et 20h, ce qui est un comportement totalement normal après le travail, il y aurait 1000 personnes qui débarqueraient en même temps devant la porte. Ce serait l'émeute. Le bâtiment ne pourrait physiquement pas les accueillir. En réalité, ces chaînes construisent leur business sur une formule mathématique précise, le taux de surréservation. Tout comme les compagnies aériennes vendent plus de billets qu'il n'y a de sièges dans l'avion en pariant sur le fait que quelques passagers rateront leur vol, les salles de sport survendent leur capacité d'accueil à un niveau absurde. Sauf qu'une compagnie aérienne surrevend à hauteur de 5 ou 10%. La salle de sport, elle, surrevend à plus de 800%. Elles savent pertinemment que la majorité d'entre vous ne viendra pas. Et pire encore, elles ont désespérément besoin que vous ne veniez pas. Parce que si 100% des adhérents venaient s'entraîner régulièrement, le système s'effondrerait en moins de 48 heures. Mais là où le modèle devient un chef-d'œuvre de psychologie, c'est sur la question du prélèvement. Je me suis souvent demandé pourquoi est-ce qu'on continue tous à payer 20, 30 ou 40 euros par mois pour un service qu'on n'utilise plus depuis 6 mois. Pourquoi est-ce qu'on ne résilie pas immédiatement? La réponse réside dans ce que les spécialistes du comportement appellent l'investissement dans son identité future. Quand vous payez cet abonnement mensuel, vous n'achetez pas un accès à des haltères et des tapis de course. Vous achetez la conviction rassurante que vous êtes quelqu'un qui prend soin de sa santé. Et conserver l'abonnement actif, même sans y mettre les pieds, permet d'éviter la culpabilité de l'échec. Vous vous dites: je n'y suis pas allé cette semaine parce que j'étais débordé, mais je recommencerai lundi. Résilier, ce serait admettre officiellement, face à soi-même, qu'on a abandonné. Et ça, notre cerveau déteste. Et les salles de sport connaissent parfaitement ce biais cognitif. C'est pour ça qu'elles fixent souvent le prix à un niveau stratégique, suffisamment bas pour que la dépense ne soit pas douloureuse au point de déclencher une décision impulsive de résiliation, comme par exemple 30 euros par mois, ça passe sous le radar, mais suffisamment élevé pour accumuler des millions de chiffres d'affaires passifs. Elle crée ce qu'on appelle de la friction. Aujourd'hui, s'inscrire prend 30 secondes en ligne sur un smartphone, mais à votre avis, pourquoi l'option pour résilier est-elle si souvent dissimulée, nécessitant parfois un courrier recommandé, un préavis de 2 mois ou un passage physique dans le club d'origine aux heures d'ouverture du secrétariat? Parce que la moindre petite barrière administrative suffit à faire procrastiner un membre fantôme pendant 3, 6, voire 12 mois de plus. Mais ça va encore plus loin. J'ai découvert que même l'aménagement intérieur et l'architecture des salles modernes sont pensés en fonction de ce modèle. Si vous avez déjà mis les pieds dans une salle de sport grand public, vous avez sûrement remarqué la disposition des équipements. Dès l'entrée, ce qu'on voit sur des dizaines de mètres carrés, ce sont les tapis de course, les vélos d'appartement et les elliptiques. Les machines de musculation et les poids libres, eux, sont souvent relégués au fond ou dans des zones plus sombres. Ce n'est pas un hasard, les machines de cardio coûtent extrêmement cher en maintenance. Mais elles ont deux fonctionnalités cruciales pour le club. Premièrement, elles rassurent les débutants qui s'inscrivent en janvier parce que c'est facile d'utilisation et il n'y a pas forcément besoin de technique. Mais surtout, le cardio, c'est vu comme ennuyeux. Il est prouvé que les gens qui ne font que du cardio abandonnent beaucoup plus vite que ceux qui progressent en musculation ou dans un sport de performance. En axant leur communication et leur espace sur le cardio, les salles attirent exactement la population qui a le plus fort taux d'abandon au bout de quelques semaines. A l'inverse, si une salle attirait uniquement des passionnés de musculation hyper assidus qui viennent 5 fois par semaine pendant 2 heures, le taux d'utilisation des machines serait saturé et la rentabilité s'effondrerait.
Pour être rentable, une salle doit séduire les débutants, leur donner envie de signer, puis leur offrir une expérience suffisamment générique et intimidante pour qu'ils préfèrent rester chez eux au bout de 3 semaines. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire que toutes les salles de sport sont machiavéliques, c'est simplement la mécanique économique inévitable du modèle à bas coût. D'ailleurs, si vous observez l'évolution du marché du fitness ces dernières années, vous remarquerez qu'un nouveau modèle a fait son apparition pour contrer ce phénomène. Les box de CrossFit, les studios de Pilates ou les cours collectifs spécialisés. Dans ces structures, le modèle est exactement l'inverse. L'abandon coûte beaucoup plus cher, parfois 80 à 150 € par mois. Les places sont strictement limitées par créneau et si vous ne venez pas, le coach vous appelle ou vous perdez votre session. Ici, la rentabilité ne repose pas sur votre absence, mais sur votre présence et votre fidélité. Si vous abandonnez, le club perd immédiatement un client à haute valeur. C'est là qu'on réalise qu'il existe deux mondes totalement opposés dans le sport. D'un côté, une industrie du volume qui gagne de l'argent quand vous restez sur votre canapé, de l'autre, une industrie du suivi qui gagne de l'argent quand vous vous dépassez. La prochaine fois que vous pousserez la porte d'une salle de sport ou que vous verrez passer une offre promotionnelle de début d'année, rappelez-vous d'une chose, votre motivation est un actif qui vaut de l'or. Mais pour certaines entreprises, votre absence vaut encore plus cher. La question n'est pas de savoir s'il faut arrêter d'aller à la salle, le sport reste l'une des meilleures habitudes que vous puissiez prendre pour votre corps et votre esprit. La vraie question, c'est de savoir si vous êtes en train d'utiliser le système ou si c'est le système qui utilise votre culpabilité. Si cette analyse vous a plu et que vous aimez comprendre ce qui se cache derrière les systèmes du quotidien, abonnez-vous à la chaîne Le Fil Noir et laissez un pouce bleu pour soutenir le travail de recherche. Prenez soin de vous et à la prochaine vidéo.